l'ancien directeur donc, en fait, d'Unibail, qui est le promoteur, donc, le porteur de ce projet donc, au niveau financier, d'une manière internationale, il disait comme ça, dans un article, c'est donc pouvoir coupler, c'est comme les mamelles, au lieu d'en avoir deux, il y a 3 mamelles là. C'est le luxe, la volupté et la consommation. Quoi. Avec ça, vous faites un melting pot et vous avez donc les centres commerciaux d'aujourd'hui. Donc, nous, en tant que collectif, on s'oppose à ça pour toutes sortes de raisons, hein, évidemment pour toutes sortes de raisons. Pour l'hyperconsommation que ça représente, le gaspillage au niveau de l'énergie, au niveau des bagnoles, au niveau du sonore. Et surtout, c'est un plateau sur lequel il y a actuellement aujourd'hui donc énormément de diversité biologique et qu'on va massacrer allègrement. Le jour, je n'ai pas les dates aujourd'hui, mais le jour où on fait appel à vous, venez, parce que nous avons beaucoup de mal à mobiliser au-delà de la Garonne. Très peu de gens qui viennent de Toulouse même, ou voire de l'Est. Donc ça, c'est un appel que je voudrais lancer aujourd'hui, et je pense que vous allez l'entendre. Donc dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, il s'agit donc d'une commune qui est située au nord de Nantes, à une vingtaine de kilomètres, dans un bocage, et qui s'avère être le château d'eau de la Bretagne. Il y a plusieurs niveaux de bagarre. Vous avez donc, grosso modo, des populations différentes, les paysans qui sont sur place, dont l'activité d'élevage, de culture est menacée par cet aéroport. Un aéroport à 20 km de Nantes, ça signifie, en plus de l'aéroport et des nuisances que ça va engendrer, on sait très bien que de la ville jusqu'à l'aéroport, ça signifie bétonner complètement, centres commerciaux, tout ce que ça va signifier comme densification, bétonnage et artificialisation des sols, naturellement. Donc ce projet est un grand projet, grand parce qu'il répond à la mégalomanie d'élus locaux. C'est un point commun de tous ces GP2I. Projet parce que naturellement, il s'appuie sur la supposée création d'emplois, dont on sait qu'elle est totalement fausse. Il n'y a d'emplois qu'au moment de la construction, et ce sont des emplois précaires, des CDD, des emplois liés au BTP, grosso modo. Donc ça, c'est pour la partie projet. C'est la partie toute relookée, développement durable et compagnie. Voilà, grand projet. Inutile, parce que c'est inutile socialement et c'est nuisible écologiquement. C'est nuisible socialement également. Et imposé, ça signifie que dans les déclarations d'utilité publique, l'avis des citoyens, des associations locales qui sont ancrées dans le territoire ne sont jamais prises en compte. Ce grand projet favorise énormément Vinci, que vous connaissez bien, transnational célèbre, qui sévit dans pas mal d'endroits, profitant totalement du partenariat public-privé. Pour ce qui est des zadistes, on a toujours considéré que notre but n'était pas uniquement d'empêcher un aéroport de se construire, mais d'affronter l'ensemble du monde qui va avec, d'une part, et d'autre part, d'expérimenter ce qu'on voulait faire à la place. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer, quoi. Il ne suffit pas juste de faire des théories, il faut essayer, il faut expérimenter. Et donc, depuis que la zone est occupée, il y a des potagers collectifs qui sont constitués, il y a de nouveaux rapports sociaux qui s'essayent, en fait, qui s'expérimentent. Voilà, une façon de vivre différente. Alors, on se dit que maintenant, on pourra en créer d'autres. Parce que c'est un mode de lutte très intéressant qui a montré son efficacité quand même, et qui en plus permet de faire autre chose que juste de lutter, c'est-à-dire d'expérimenter autre chose. Et alors, on a un certain nombre, en particulier à Toulouse, à se demander lequel des grands projets inutiles dont on va parler ce soir et dont on parlera d'autres ce soir parce qu'on ne les connaît pas encore tous, lequel on va choisir pour réfléchir à une éventuelle installation. Les Portes du Tarn, donc, ça se situe sur la commune de Saint-Sulpice, entre Toulouse et Albi. C'est une commune qui est juste à côté de l'autoroute. Et donc sur cette commune, donc, le projet des Portes du Tarn, c'est un projet de zone industrielle et de centre commercial qui va prendre à peu près 200 hectares. 200 hectares de terres agricoles, de bonnes terres agricoles, qui ont été... il y a eu beaucoup d'investissements justement pour l'irrigation. Donc c'est des terres qui sont très productives, on y produit beaucoup de céréales. Et donc c'est un véritable contresens d'artificialiser ces terres pour créer cette zone d'activité. Alors en plus, cette zone d'activité est complètement, on va dire, inutile, puisque sur la commune de Saint-Sulpice, il y a déjà une zone d'activité qui s'appelle la zone des cadeaux, et qui n'est pas occupée entièrement. Il y a beaucoup de terrains disponibles.
Moi, je voudrais vous parler, enfin, on m'a demandé d'intervenir sur, de façon courte, n'est-ce pas, sur les gaz de schiste. C'est un combat que nous menons depuis janvier 2011. Il y a certains permis qui ont été abrogés, en particulier dans notre région, celui de Cahors, celui de Nantes et celui de Beaumont-de-Lomagne, des deux Mandes. Mais sachez que le combat n'est pas fini, que heureusement dans les régions concernées, nous dans la Haute-Garonne, malheureusement, on n'a pas eu une grosse mobilisation, alors qu'on est concerné quand même. Hein. On est parti, ça va jusqu'à Carbone, Muret, c'est autour de tout ça, on est quand même dans le cyclone. Il faut quand même savoir qu'il y a un combat international là-dessus. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir interdit la fracturation hydraulique. Alors, je dirais un mot sur les OGM, qui sont des très très grands projets inutiles, ça c'est à peu près certain. Et j'essaierai de vous introduire à la conférence de Christian Vélo sur le plan militant. Lui, il va beaucoup insister sur ces OGM cachés ou ces VTH. Et moi, je donnerai quelques indications sur la façon dont les militants, notamment les faucheurs, se sont emparés de ce combat-là. Les fondamentaux de notre lutte, ce sont les mêmes, que ce soit pour les semences, contre les OGM, c'est la lutte contre l'appropriation du vivant, et d'autre part la défense de la biodiversité. C'est ça nos fondamentaux, et on se battra jusqu'au bout pour ces deux choses-là. Autre chose très importante qui est liée à l'Europe, je pense que vous en avez entendu parler, il y a des accords de libre-échange actuellement entre États-Unis et Europe. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop, malheureusement. Ça risque d'être très important pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où il y a une zone de libre-échange, un produit qui vient d'un endroit ne peut pas être interdit ailleurs. Ça veut dire qu'au niveau des normes européennes, qui sont quand même parmi certainement les plus avancées du monde en termes sanitaires, des choses comme ça, eh bien, elles vont être revues à la baisse par la pression américaine. Alors, ça sera pour les OGM, ça c'est sûr que ça va avoir un impact direct. Le bœuf aux hormones, tout ça, on ne pourra pas le refuser. C'est ça que ça veut dire. Nous battons contre les OGM pour plusieurs raisons. Alors, une des raisons, eh bien, ce sont que les OGM, les consommateurs n'en veulent pas, et nous non plus, nous n'en voulons pas dans le miel. Nous voulons continuer à produire un produit sain et naturel, sans OGM, et on ne peut pas arrêter la pollinisation des abeilles, et elles ont un rayon de 3 km, donc dès qu'il y a des cultures OGM, on va faire du miel et du pollen OGM. La Cour de justice a considéré que dans le miel, le pollen qu'on pouvait retrouver dans les analyses et qui nous permet de dire si c'est du miel de châtaignier, du miel d'acacia, du miel de ronce, etc., eh bien ce pollen devait être considéré comme un ingrédient. Et à partir du moment où il est considéré comme un ingrédient, eh bien vous savez qu'il y a la directive 2000 européenne qui s'applique, et dès qu'on dépasse 0,9% de matière OGM, on doit l'étiqueter sur les pots. Et donc sur la plupart des pots, puisque jusqu'à 1,5 km, on retrouve 30 à 40% de pollen OGM, eh bien on aurait dû étiqueter miel OGM. Et pour ça, eh bien, au lieu d'interdire les OGM, la Commission propose eh bien, de faire un amendement particulier à la directive miel pour faire en sorte de ne pas avertir le consommateur qu'il peut y avoir du pollen OGM et faire des cultures OGM tranquilles. Et ça, on n'en veut pas. Moi, je suis confronté au problème dans une vallée qui est entièrement, depuis 2 ans, qui est entièrement en culture VTH sur le tournesol. Donc, ça fait 2 ans en fait qu'on constate une forte disparition des abeilles adultes dès qu'il y a floraison du tournesol. Très peu de miel dans les ruches, des ruches très très faibles. Voilà, mais sans constat de mortalité aiguë. Mais on se retrouve quand même avec en finale des abeilles très très affaiblies et qui en principe ne passent pas l'hiver. Je dirais simplement que s'il y a des gens dans la salle qui sont peut-être gênés ce soir parce qu'ils se disaient « je suis venu écouter un scientifique, il va expliquer les OGM mais il ne va pas prendre position », vous avez vu, j'ai fait gaffe, je n'ai pas pris position, si un petit peu. Oui, je prends position et je l'assume parce que la science n'est pas neutre. La science est peut-être neutre dans sa mission première qui est d'acquérir et diffuser des connaissances, mais dès lors qu'elle s'inscrit dans un modèle de société, elle répond à ce modèle de société. Si je fais de la recherche ici et pas là, c'est que j'ai des sous pour en faire ici et pas là. Et si j'ai des sous ici et pas là, c'est des choix politiques en amont. Si l'INRA fait 80% de son budget dans les biotechnologies et que dalle ou des fifrelins dans l'agroécologie, c'est des choix politiques en amont. Non, la science n'est pas neutre, certainement pas. Et je ne suis pas neutre.
Simplement, j'en ai marre, moi, de ce débat où on dit, tiens, vélo, c'est l'anti-OGM de service, je l'assume complètement, pas de problème sur les OGM agricoles, et puis que en face, j'ai un scientifique qui est le pro-OGM de service, mais qui est prêt, quand il est présenté comme le pro-OGM, s'en défend en disant, non, non, je ne suis pas pro-OGM, je suis scientifique, je suis ni pour ni contre, Coluche aurait ajouté bien au contraire. Alors que c'est un véritable VRP, les OGM. Ça, je ne supporte pas. La contradiction, c'est ce qui fait respirer la démocratie, mais pour qu'il y ait contradiction, faut-il encore que ceux qui ont décidé aient le courage de les dire. Et moi, je dis haut et fort qu'on n'a pas le droit d'utiliser la science pour vendre des choses qui n'ont rien à voir avec la science. Et je le dis haut et fort parce que si dans 30 ans j'ai encore la chance ou la malchance, je ne sais pas, de faire partie de ce monde, je ne veux pas ne plus pouvoir me regarder dans un miroir en me disant je savais et je n'ai rien dit. Alors je dis, n'en déplaise à tous ceux que ça pourrait déranger.